Bonjour à tous. Du coup, je crois qu'en visio ça fonctionne et ici ça fonctionne aussi. Je m'appelle Myriam Lévy et je travaille chez SEMAE. Donc SEMAE, c'est l'interprofession des semences. Et donc une interprofession, c'est un lieu où on peut donc travailler avec l'ensemble de la filière des semences pour trouver des projets, des objectifs communs au service de la filière semencière. Du coup, aujourd'hui, je vais être le porte-voix de ma collègue Dorothée Pi, qui, elle, est en congé maternité. Et du coup, je vais faire la présentation. Donc, je ne suis pas une grande experte des fourragères. Donc, j'appelle aussi aux personnes dans la salle, s'il y a des questions très précises, à m'accompagner pour y répondre, parce que je ne suis pas une grande experte de ce sujet. Je vais vous présenter du coup l'évolution du marché des semences fourragères, la disponibilité et les demandes. Alors, donc ma présentation va se diviser en 4 grandes parties. Premièrement, je vais vous présenter la filière des semences et tous les acteurs en fait qui y travaillent chaque jour. Alors, d'accord, ça marche. Puis je vais vous présenter ensuite les ventes France pour les espèces fourragères en particulier. Ensuite, l'utilisation des semences. Et pour finir, je vais vous faire un petit panorama de ce que fait l'interprofession au service de la filière en termes de communication. Alors, ça fonctionne, oui. Donc, la filière, donc je vais vous présenter la filière semences fourragères et ses acteurs. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est d'où vient une prairie. Et vous allez vite me voir venir, hein, tout part de la semence. Du coup, je vais vous permettre de vous présenter du coup, tous les acteurs qui travaillent au service de la filière semences. Et je vais vous présenter ce graphique plutôt dans l'autre sens, en commençant par les sélectionneurs qui, eux, font un travail vraiment de longue haleine. Il faut garder en tête ce chiffre que je trouve parlant. Il faut à peu près 15 ans. Il faut à peu près 15 ans pour qu'une variété sorte aujourd'hui sur le marché. Ensuite, une fois que le sélectionneur a sélectionné les variétés qui sont les plus adaptées pour les agriculteurs pour aujourd'hui et pour demain, c'est le rôle clé des agriculteurs multiplicateurs de semences qui rentrent dans la filière pour multiplier en fait les semences qu'on dit les semences de base. Une fois qu'un agriculteur a multiplié ses semences, c'est le rôle clé des semenciers qui entrent en jeu pour pouvoir, avec des usines vraiment très, très technologiques, trier les semences. Mais je vais rentrer dans le détail juste après. Et une fois donc, que les semenciers ont fait leur travail de triage de semences, ce sont les distributeurs qui sont en majorité au contact des agriculteurs. Ce sont vraiment des acteurs terrain pour conseiller les agriculteurs ou les éleveurs. Voilà. Donc, il y a dans la filière fourragère, la grande majorité des semences, c'est plutôt des semences certifiées. Donc, on les reconnaît avec leur étiquette bleue, qui sont accolées sur chaque sachet de semences. Cette étiquette, en fait, c'est vraiment un gage de qualité, parce que c'est une étiquette officielle qui est donnée par SOC France. Et dedans, il y a aussi donc, un passeport phytosanitaire. Et du coup, en fait, c'est aussi un gage de qualité parce que c'est des semences qui vont du coup respecter certaines normes sanitaires, des normes de faculté germinative, etc. Mais l'agriculteur a quand même, on va dire, l'agriculteur ou l'éleveur, parce que là on est plutôt dans les prairies, soit c'est des semences certifiées, mais il a aussi le droit de choisir des semences dites des semences de ferme. Donc, ce sont des semences qui chaque année sont reproduites à la ferme. Alors, donc là, je vais vous présenter tous les acteurs. Le premier acteur, donc du coup, c'est les distributeurs. Donc, il y a à peu près 1000 distributeurs de semences fourragères qui sont répartis sur le territoire. Et donc, ils ont vraiment un rôle central pour vendre les espèces et les variétés adaptées à chaque éleveur. Vraiment, ils ont un rôle d'accompagnement pour les spécificités de chaque élevage. Et ils ont aussi à leur disposition des outils pour les aider, notamment le label France Prairie, qui est un label qui permet de valoriser en fait la liste recommandée
avec donc du coup des mélanges qui sont de grande qualité. Et donc on a aussi chaque année donc, des listes recommandées qui sont publiées et qui permettent aux distributeurs aussi d'être éclairés sur les variétés. Alors, donc, l'autre chaînon de la filière semences, c'est donc bien sûr les semenciers. Aujourd'hui, on compte 50 entreprises de production de semences qui sont implantées sur le territoire. Il y a une large gamme de produits du coup qui sont proposés, que ce soit des espèces pures, des espèces en mélange, notamment donc, des semences, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'étiquette bleue, donc les semences certifiées. Et donc du coup, les semenciers font vraiment un travail d'investissement dans leurs usines de production pour pouvoir avoir des moyens techniques qui sont vraiment importants pour enlever toutes les graines indésirables des sachets de semences, avec des nettoyeurs séparateurs, des trieurs optiques, et j'en passe, donc des trieurs alvéolaires, etc. Aujourd'hui, pour la filière fourragère, on compte à peu près 4000 agriculteurs multiplicateurs de semences qui sont répartis donc, sur la France et qui représentent 50 000 hectares de production de fourrage. On voit que pour les légumineuses fourragères, on est plutôt sur l'ouest de la France, et puis pour les graminées, plutôt dans le nord-ouest. Donc pour les graminées, on a à peu près 16 000 hectares de graminées qui sont produits sur le territoire français. Et pour les légumineuses fourragères, donc sur la cartographie de droite, on est plutôt autour de 33 000 hectares. Donc les sélectionneurs, c'est aussi donc, un maillon important de la chaîne de la filière semencière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut 15 ans pour développer une nouvelle variété en fourragère. Ici, vous avez le détail en fait du cycle pour pouvoir du coup, sortir une nouvelle variété. Et en fait, il y a certaines étapes clés qui durent entre 3 et 4 ans, et donc qui expliquent en fait ce delta assez long pour avoir en fait au final une nouvelle variété sur le marché. En moyenne, pour avoir un ordre d'idée, il faut se dire qu'on a 55 nouvelles variétés qui sont inscrites chaque année dans le catalogue français. Et dans la filière fourragère, donc on va dire 16 grandes espèces, mais surtout on a environ 500 variétés de fourragères. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un grand travail aussi d'accompagnement des éleveurs. Voilà, donc là maintenant je vais passer à la deuxième partie qui est plus centrée sur les ventes France des espèces fourragères. Alors, du coup, sur ce graphique, je vous ai présenté donc, les quintaux sur les 8 années de 2014 à 2022. Et donc, on voit que la vente de semences fourragères, elle est assez variable parce qu'on peut dire qu'en 2014, voilà, on avait environ 500 000 quintaux. Et donc, pour les plus belles années, donc c'est l'année par exemple de production 2019-2020, on est autour de 600 000 quintaux. Donc, du coup, il y a quand même des grandes variabilités de quintaux en fonction des années. Et on voit que pour l'année 2021-2022, donc la dernière campagne, on a eu donc une diminution de 21%, qui s'explique notamment par une année climatique assez compliquée et donc la disparition de certains produits phytosanitaires. On voit que donc, en France, les ventes des ventes de semences fourragères se font donc, principalement donc, autour des légumineuses fourragères, des graminées ensuite fourragées, et donc après donc, des autres fourragers. Ce qu'on entend par autres fourragers, du moins dans ce graphique-là, c'est plutôt les espèces qu'on met dans les couverts. Voilà. Alors, donc, les principales espèces de légumineuses fourragères qui sont importées en France aujourd'hui, donc entre 2021 et 2022, on voit que c'est plutôt les luzernes et donc le trèfle blanc, avec donc du coup une valeur en euros. Là, par contre, le graphique, c'est des euros, qui est quand même autour de, allez, on va dire 5 millions pour la luzerne et le trèfle blanc. Puis après, on a une deuxième partie avec le trèfle violet, le trèfle d'Alexandrie et la vesse velue
plutôt autour de 2 millions. Et ensuite, on a les autres fourragères. On voit que les pays importateurs c'est plutôt donc l'Italie pour la luzerne, la Nouvelle-Zélande pour le trèfle blanc. On a l'Espagne aussi avec la veste commune, et donc l'Allemagne avec la luzerne et le trèfle blanc. Et puis après, on peut regrouper la Lituanie, la Pologne et la République tchèque pour le trèfle violet. Concernant donc du coup l'utilisation de ces semences, donc on voit que avec ce graphique qui présente depuis donc on va dire 5 ans la part des ventes de mélange et la part des espèces pures, on voit qu'il y a une tendance à la hausse, on va dire, des ventes de mélange qui est observée, avec une diminution légère des ventes en espèces pures. Il faut quand même garder en tête que 60% des ventes sont faites en mélange. Et là, on voit, c'est vrai dans le graphique, une grande diminution des ventes pures de fourragères, mais en fait c'est parce que c'était une année vraiment particulière et qu'on a eu du coup une année compliquée en luzerne notamment, qui explique en fait cette diminution des ventes pures. Voilà. Concernant les tendances pour les prairies françaises, quand on se projette un peu dans le futur, mais en regardant ce qui s'est passé avant, on voit que les prairies sont plutôt maintenant multi-espèces, parce qu'en fait, ça présente pas mal d'avantages en fait, d'avoir une prairie multi-espèces, notamment une meilleure ingestibilité, plus de protéines, et surtout une constance dans les rendements, parce qu'en fait, on est beaucoup plus résistant du coup aux aléas climatiques. Et donc du coup, on observe aussi une tendance pour les mélanges, qui sont plutôt des mélanges maintenant de courte durée, qui sont aussi d'ailleurs plus résistants aux aléas climatiques. Et donc dernier point, on observe aussi malheureusement un ralentissement qui est dû en fait aussi au fait qu'il y a une baisse des cheptels. Donc là, pour les 5 dernières années, on observe une diminution des cheptels d'environ 10% pour les bovins. Donc, concernant la communication de l'interprofession, donc SEMAE, auprès de la filière, on a plusieurs outils. Le premier, c'est Herbebook. Donc Herbebook, en fait, c'est vraiment la base de données variétés fourragères qui présente en fait l'ensemble des variétés inscrites au catalogue français. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on a à peu près 500 variétés de fourragères. Donc ce Herbebook il est intéressant parce qu'il permet de rentrer dans la réalité du sol, des contraintes de l'éleveur pour pouvoir lui conseiller les meilleures variétés pour sa réalité. Ensuite, nous avons aussi Herbactif, donc qui est vraiment le blog des prairies pour tous les professionnels. Success Prairie, donc là il s'adresse, c'est plutôt des vidéos qui sont sur une chaîne Facebook, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait la majorité des éleveurs qui étaient tout de même plutôt sur Facebook, si on devait leur parler via les réseaux sociaux surtout. Et du coup, en fait, cette chaîne Facebook, elle présente les témoignages d'éleveurs, mais aussi d'experts de la filière, sur les thématiques comme le système fourrager, la conduite culturelle. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter des conseils aux éleveurs ou des expertises, des témoignages d'éleveurs. Après, on a aussi donc, le site plantefourragères.org qui, là, est vraiment le site de référence pour les prairies et les fourrages. Et après, on a aussi une communication un peu plus, on va dire, à destination des enseignants et aussi des étudiants qui font des études en lien bien sûr avec les prairies, avec la production végétale, leur expliquer en fait, on a des cartes fourragères qui leur permettent de vraiment bien comprendre les caractéristiques de chaque espèce, et aussi des réglettes qui permettent en fait de sensibiliser du coup les enseignants mais surtout les étudiants à prendre grand soin à choisir du coup ces variétés. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci de votre attention.
Merci Myriam. Du coup, ouais, on va prendre maintenant quelques minutes pour les éventuelles questions. Oui. Pierre-Antoine, est-ce que tu peux amener le micro ? Pardon, oui, bonjour. Pascal Gaucher, donc Fertiler Axaral. Non, c'est pas forcément des questions, c'est juste deux, trois petits compléments par rapport à partie du côté import. Alors, il est vrai qu'il y a des imports. Le graphique, le mettre en euros, je veux dire, ça peut être. Il est clair qu'il y a des luzernes qui sont importées pour l'essentiel sur des luzernes plutôt typées méditerranéennes, un type sud, avec des indices relativement élevés. Et le mettre en chiffre d'affaires, bah, c'est vrai que quand on est sur des trèfles d'Alexandrie, des vestes communes ou en termes de chiffre d'affaires, forcément on est sur des prix du kilo qui sont nettement plus élevés pour la luzerne. Donc du coup, bon, le ramener éventuellement en quinto, ça serait peut-être voilà. Et c'est pas les pays, enfin c'est les pays d'où viennent. C'est pas les pays importateurs, c'est les pays d'où viennent les produits. Plutôt. Donc voilà. Et puis simplement par rapport au marché, enfin moi c'est le constat qu'on fait depuis quelques temps. C'est vrai, tu l'as dit, il y a une partie de courte durée ou de moyenne durée qui se développe sur tous les 2-3 ans. Et on voit une dégradation du marché des longues durées. Moi, mon analyse, c'est que c'est vrai qu'il y a un cheptel en moins. On a une tranche d'agriculteurs qui s'approche éventuellement de la retraite, hein, des gens qui sont relativement âgés, un contexte économique qui n'est pas évident. Donc du coup, investir sur des prairies où les gens se disent, tiens, j'investis pour une prairie qui sera là dans 5, 6, voire 7 ans, aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions, donc les gens sont plutôt sur des 2-3 ans. Enfin, c'est mon... Merci pour ces quelques compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou d'autres personnes qui souhaiteraient ajouter quelques compléments à la présentation de Myriam ? Oui, Jérôme ? C'est par rapport aux questions d'importation. Là, on a vu tous les pays d'importation en fait, qui nous livrent des semences. Là. Et dans quelle semence on est un peu autonome ou on s'approcherait de l'autonomie ? Qu'est-ce qu'on produit finalement en France ? On a l'impression que tout vient de l'extérieur. Est-ce qu'on a une capacité à encore produire un peu de semences en France ? Oui, on a une capacité à produire en France. Alors, dans le détail, je pense qu'il y a Je regarde mon collègue parce que je pense qu'il pourra mieux répondre que moi. Je ne veux pas vous... Oui, non, mais bien évidemment, on a une capacité à produire en France dans les parts de marché. Je dirais, et la majorité, on va dire, des légumineuses, hormis les trèfles blancs qui sont plutôt produits hémisphère sud, où là c'est vraiment typé Nouvelle-Zélande sur ces pays-là. Problématique du trèfle violet, bon, je pense qu'il y a un topo tout à l'heure sur sur la page d'après. Clairement, le trèfle violet est dans une crise française et une crise européenne, puisque aujourd'hui, il y a un insecte prédateur du trèfle violet qui peut enlever jusqu'à 70 à 80% du potentiel. Et cet insecte était géré jusqu'à présent par des néos. Et aujourd'hui, la problématique, elle est valable dans toute l'Europe, puisque problématique de sécheresse et problématique d'insectes et manque de solutions phyto. Et on a beau chercher toutes les alternatives, aujourd'hui, il y a des donneurs d'ordre et des semenciers qui se dirigent vers des pays où on est encore, entre guillemets, open bar phyto. Après, sur les luzernes, il y a une capacité à produire de la luzerne en France. Ça, voilà, sauf qu'il y a une part... je ne sais pas, ça faudrait prendre avec les collègues, mais il y a 10 ans, il y avait à peu près 50% des luzernes produites en France qui étaient exportées. Aujourd'hui, la majorité des luzernes qui sont produites en France, c'est pour des luzernes qui sont sur le catalogue français et qui sont sur le marché aptes à une qualité. Justement, on est plutôt dans des productions premium. Après, sur les graminées, on a des bassins de production de graminées, hein, que ce soit sur l'ouest de la France, plutôt type Nord, dans la Marne, où il y a des niveaux de production et de rentabilité encore qui sont corrects sur les graminées. Après, il y a des difficultés, notamment sur les fétuques, parce que produire des fétuques aujourd'hui, encore une fois, avec
difficultés de phyto. Je crois qu'il y avait la Bossène qui avait fait des statistiques. Je crois que Jean-Albert doit être dans la salle, donc il pourra mieux répondre que moi, où la majorité des productions de fétuques avaient présence de raies-gras. Et trier des raies-gras entre guillemets sauvages dans des dactyles, différence de graines, moi je ne suis pas spécialiste des graminées, mais on arrive à le faire. Par contre, trier des raies-gras dans des fétuques par rapport au gabarit de la graine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais globalement, on sait produire encore des semences en France. Oui, on va donner la parole à Luc. Il y avait d'autres questions. Suite à la question de Jérôme, est-ce qu'on a une réponse précise qui nous dit quelle est la part des semences françaises d'origine France vendues chaque année dans les grandes espèces fourragères et la part des semences importées dans ces grandes espèces-là? Qu'on ait une idée de savoir si c'est 80-20, 20-80 ou 0-100. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis pas une experte en fourragère, mais je prends votre question. Je tâcherai de pouvoir y répondre, mais je sais pas. Je sais pas si quelqu'un dans la salle, dans mes collègues semenciers, a un ordre d'idée. Ça dépend des espèces, tout à fait. Sur la luzerne, la France est exportatrice. Après, c'est plus un effet de... Oui, bonjour. Donc Fabien Montméas, Sériance. Je dirais que ça dépend des espèces. Si on prend la luzerne, en fait, la France est encore exportatrice nette de semences de luzerne. Ça s'érode, mais c'est encore valable. C'est-à-dire que les imports en fait, qui sont faits, comme le disait M. Fleur, c'est essentiellement des variétés qui, de par leur indice de dormance, sont un peu plus difficiles à produire en France. Et puis après, je pense qu'il faut aussi distinguer production française et génétique française. C'est-à-dire que dans ces imports, il y a aussi une bonne partie qui sont quand même des variétés qui ont été sélectionnées, inscrites au catalogue français, mais pour des raisons économiques ou de facilité de production, et puis de gestion des risques, parce que c'est plus simple aussi d'avoir une partie de la production en France, une partie de la production dans d'autres pays, pour se sécuriser par rapport aux aléas climatiques. Les semenciers français font aussi parfois volontairement le choix d'aller sur d'autres territoires pour gérer ces aspects-là. Donc globalement, il y a quand même une recherche en génétique qui est assez forte. Puis, il faudra aussi distinguer dans ces parts, parce que dans les fourragères, on a les fourragères vraiment à usage fourrage qui nous concernent aujourd'hui, mais il y a toute la partie aussi gazon, couvert, qui sont aussi un peu plus bataillés en prix et sur des aspects, je dirais, techniques moins importants, où là, la filière française est peut-être un peu moins bien positionnée. Mais c'est le cas aussi, quand on voyait tout à l'heure la liste des espèces fourragères qui étaient importées. C'est vrai que, comme on l'a souligné tout à l'heure, ce qui est importé, c'est aussi souvent des trèfles annuels, des espèces qu'on arrive moins bien à valoriser. Au contraire des luzernes, alors là même quand on a souligné, c'est une vision en valeur, donc la luzerne est une espèce à haute valeur, mais ça va surtout toucher des dormances qu'on n'a pas forcément capacité à produire. Oui, Pascal ? Oui, Pascal Carrère, INRAE. Moi, j'avais une question sur... vous disiez qu'il fallait un délai de 15 ans entre les programmes qui sont mis en place et la vente. 15 ans à l'échelle du changement climatique, c'est demain. Et donc, à l'heure actuelle, est-ce qu'on continue toujours... moi, je suis écologue de formation, donc je suis toujours impressionné. On focalise sur 16 espèces. C'est rien du tout par rapport au potentiel écologique. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des nouveaux... ou des programmes ou des essais qui vont élargir par rapport à ça, ou on continue toujours à focaliser sur un très petit nombre d'espèces, sur des propriétés qui sont peut-être pas celles dont on aura besoin dans 15 ans avec le changement climatique. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est comment vous intégrez des capacités de résilience, de résistance à l'heure actuelle dans ces conditions-là, parce qu'on voit que là où sont les multiplications ou les tests, on est encore dans des conditions qui ne subissent pas trop sévèrement le changement climatique, et alors que des multiplications dans le sud permettraient peut-être d'avoir une première approche ou de tester ces espèces-là. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est en adéquation avec les enjeux et quelles mutations sur la filière? Alors, je vais émerger. Tu sais répondre? Ok, et après, je te laisse de manière très à l'aise la parole. Ce que j'en sais, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, les sélectionneurs ont totalement conscience que le changement climatique, il arrive, il est là. Donc, bien sûr qu'on essaye de sélectionner maintenant des variétés qui répondent à ces enjeux de stress hydrique, notamment, et de résistance à certaines maladies émergentes. Après, dans le détail, je te renvoie la balle.
Pas de souci. Juste dans ta question aussi, Pascal, attention à pas faire de confusion entre la sélection et la multiplication. La carte que montrait Myriam tout à l'heure, c'est là où sont multipliées les semences. Mais ce n'est pas nécessairement là où elles sont sélectionnées. Parce que les différents sélectionneurs, aujourd'hui, on a des sites dans différents endroits de France qui ne sont pas forcément corrélés avec ces cartes-là. Après, je pense que tous, en tant que sélectionneurs, évidemment, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Dans nos stations de sélection où on fait la sélection variétale, eh bien, on a les mêmes aléas climatiques que chez l'agriculteur, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, l'été dernier, on a subi une sécheresse, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que, quelque part, le changement climatique, il est intégré de manière aussi, entre guillemets, naturelle dans nos programmes de sélection parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Après, sur la question sur la diversité d'espèces, alors là, je ne vais pas répondre pour mes collègues, parce qu'on tous, en tant que semencier, on a peut-être des fois des stratégies un petit peu différentes. Donc, effectivement, que tout le monde se pose des questions à regarder de nouvelles espèces. Après, il ne faut pas oublier que dans les espèces qu'on travaille aujourd'hui, on a quand même des espèces qui ont des intérêts face à la sécheresse. Je pense que, par exemple, sur les graminées aux fétuques élevés, aux dactyles, c'est quand même des espèces qui sont très utilisées dans des régions du globe où il y a des gros problèmes de sécheresse. Je pense à l'Amérique du Sud, à l'Australie. Donc, je pense que déjà dans les espèces qu'on a au portefeuille aujourd'hui, on a quand même de quoi faire. Et effectivement, il y a peut-être aussi d'autres choses à chercher, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question.